Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, on va parler de Talents Audit avec son président. On évoquera également la sécurité des données sur mobile et enfin comment convertir les créances d'entreprise en capital. On débute tout de suite cette émission avec Frédéric Chevalier, président de Talents Audit. Frédéric, bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous des 3 ans d'existence de Talents Audit ? Talents Audit, c'est un cabinet d'audit et de conseil de 150 personnes et qui est présent à Paris, mais également nous avons 13 bureaux dans toute la France. La particularité de Talents Audit, c'est d'être sur une large clientèle qui va de la PME familiale en passant par l'ETI et des grandes entreprises, cotées ou non, dans des secteurs très différents comme l'assurance, la banque, les associations. Une des particularités de Talents Audit, c'est une notion d'hybridation auquel on est assez attaché, c'est-à-dire le fait d'avoir des équipes multidisciplinaires. Souvent dans les cabinets, il y a des équipes spécialisées, des services spécialisés, et nous, on a eu la volonté de réunir toutes ces spécialités au sein de la même équipe. Voilà, et ça apporte beaucoup d'idées, beaucoup d'engagement et des idées pour nos chefs d'entreprise. Donc l'ancrage, j'en ai parlé, l'ancrage régional fort. On a 13 bureaux un peu dans toute la France et on a la volonté d'être proche de nos clients au sein de leur entreprise. Et enfin, on a aussi une organisation par secteur d'activité, notamment pour certains secteurs qui sont très spécialisés, comme les associations culturelles, mais également l'assurance, compagnie d'assurance, mutuelle, les banques et des grands groupes comme des groupes de BTP, des groupes de transport. Donc, une activité assez large. Notre volonté, c'est d'avoir une position singulière vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire, justement, c'est lié à l'hybridation. Ça veut dire proposer des compétences multiples. Souvent, les cabinets d'audit, on a des compétences financières et quelquefois qui sont complétées par des compétences fiscales, informatiques. Comme je vous le disais, nous, dans le cadre de l'hybridation, on a une équipe qui est multicompétence et qui travaille ensemble et donc qui essaye, en fonction de ses prédominances techniques, de trouver des solutions, de trouver des axes d'amélioration, de développement pour les entreprises. Alors, vous évoquez les axes d'amélioration, de développement. Vous êtes à la tête de Talents Audit, ce groupe dont vous venez de décrire l'activité. Quelles sont vos ambitions ? Alors, actuellement, Talents Audit, on est le 11e, il y a un classement chaque année, on est le 11e cabinet d'audit en France. On espère, on a pour ambition d'être dans le top 10 prochainement. Au niveau de nos ambitions, c'est d'abord trouver des solutions aux entreprises. On est quand même dans un monde qui se complexifie, beaucoup de choses se passent, beaucoup d'interrogations sur les entreprises et on veut être pratique et apporter des solutions. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, on a notamment trois axes. Quels sont ces axes ? Et ces axes, c'est un défi qu'on va appeler réglementaire, un défi opérationnel et un défi humain. Alors, le défi réglementaire, c'est lié à la RSE, donc responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc ça, c'est un sujet maintenant qui est un peu plus connu au niveau des entreprises, mais avant qui était réservé aux grandes entreprises. Il y a une directive CSRD qui vient d'être votée en décembre et qui prévoit que un certain nombre d'informations extra-financières vont devoir être publiées par des entreprises plus modestes, puisque ces entreprises concernées, c'est celles qui dépasseront
des 3 seuils suivants, c'est un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 40 millions, un total de bilan de 20 millions et 250 personnes. Donc ça élargit véritablement le nombre d'entreprises qui devront publier ces informations. Donc nous, Talents Audit, on est en cours de certification, OTI, organisme tiers indépendant. Et on veut d'ores et déjà, c'est ce qu'on a commencé à faire, on a des équipes spécialisées en la matière et on veut accompagner la gouvernance qui doit réfléchir dans le cadre de cette CSRD à l'impact et les risques de son activité sur l'environnement, sur la société, sur ses salariés. Donc, d'ores et déjà, ces entreprises qui devront publier des informations sur l'exercice 2025 doivent vite se préparer et on est là pour les aider à se structurer, à réfléchir, à organiser leur système d'information. Pour terminer, donc il y a la RSE, c'est un chantier important. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui se posent à vous, je dirais professionnels du chiffre? Oui, il y a 2 autres défis. Je serai bref. Il y a un défi lié opérationnel qui, pour nous, est la cybersécurité. Les cabinets d'audit comme nous ont des interventions sur les systèmes d'information dans le cadre de nos audits légaux. Mais on a développé chez Talents Audit un département cybersécurité. La cybersécurité fait toujours partie de l'audit informatique. Mais là, on a pour ambition de proposer aux entreprises, PME, ETI, essentiellement des solutions, une réflexion, un plan d'action, un plan d'amélioration sur tout ce qui est cybersécurité. Enfin, le 3e défi qu'on a, qui est très important, c'est le défi humain. On est dans un secteur comme d'autres où on a des difficultés de recruter, de trouver de nouveaux talents. Donc ça aussi, c'est un défi. On veut attirer des talents et ce qu'on propose, c'est d'une part cette hybridation, c'est-à-dire une ouverture à 360 degrés pour les candidats qui voudraient nous rejoindre. Qui pourront intervenir dans des domaines financiers, bien sûr, mais également informatique, RSE, et partager avec l'ensemble de l'équipe toutes ces évolutions de notre société. Et on est aussi attaché à tout ce qui est qualité de vie au travail. Et donc, on travaille vraiment en équipe avec nos collaborateurs sur des projets assez originaux. On va conclure là-dessus. On voit que les défis sont importants, challengeants. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit cette matinale. Quelle sécurité sur mobile? On en parle tout de suite avec mon invité, Bastien Bob, directeur technique IMIA chez Lookout. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, quels sont les risques liés à la sécurité sur mobile? Alors aujourd'hui, le principal risque, c'est surtout le phishing mobile. Donc pas le phishing qui arrive par les emails, mais vraiment le phishing qui arrive par les applications mobiles ou tout simplement par SMS, qu'on appelle aussi le smishing. Le smishing, en fait, c'est tout simplement un lien qui va être envoyé par une application, par un réseau social, par SMS, et l'utilisateur va tout simplement se faire berner en cliquant sur le lien. Donc on va dire les best-sellers des pirates aujourd'hui, c'est les attaques à l'arnaque critère, enfin les arnaques critères, à la carte vitale, à la fausse transaction bancaire, et notamment pour le secteur financier, c'est quand même une perte assez importante, c'est des arnaques assez importantes, parce que justement elles vont cibler les gens assez âgés, malheureusement, ça arrive assez souvent, qui vont se faire avoir en cliquant sur un lien, en pensant que c'est une fausse alerte de leur banque, et qui vont rentrer leurs données d'authentification bancaire, ou tout simplement télécharger une fausse application malveillante, dans ce cas-là. Pourquoi la question de la sécurité sur mobile est particulièrement prégnante en ce moment? Alors sur le mobile, ça fait, on va dire, nous ça fait 15 ans qu'on est dans ce métier-là, mais ça fait vraiment 5 ans qu'on voit une accélération des attaques mobiles. Les pirates ont bien compris que c'était une nouvelle source de revenus, tout simplement. C'est le but des pirates aujourd'hui, c'est de faire de l'argent, c'est de voler des données pour les revendre. Et sur le mobile, on a quand même beaucoup de données qui sont des données d'actualité, c'est-à-dire des données chaudes, les données que vous échangez sur votre mobile, c'est pas les mêmes que celles que vous stockez sur votre portable depuis des années. Sur le mobile, on est vraiment sur des données qui sont valables et qui ont une vraie valeur actuelle, avec des données qui vont se revendre
assez facilement sur le marché noir. Donc ça peut être du bancaire, ça peut être des données personnelles, ça peut être des données un peu plus sensibles, notamment quand on parle de données d'entreprise. Et en fait, le mobile est devenu aujourd'hui un ordinateur connecté en permanence, il est même plus connecté que le mobile. 60% du trafic Internet est généré depuis des mobiles. Donc en fait, c'est vraiment une source qui est connectée en permanence, qui peut être exploitée à distance et qui tout simplement a une vraie valeur marchande, dont les données ont une vraie valeur marchande pour les pirates. Vous avez évoqué tout à l'heure les types d'attaques. Alors, comment se protéger contre ces attaques ? Au même titre qu'un PC ou qu'un serveur dans le parc informatique des entreprises, il faut tout simplement une solution de sécurité et pas faire confiance à Google ou à Apple qui vous disent que leurs OS sont sécurisés, que les applications sont sécurisées. Non, c'est faux. Il y a des malwares sur le Play Store, il y a des malwares sur l'App Store. Donc il faut se protéger contre, on va dire, les menaces, les applications malveillantes, donc un antivirus traditionnel sur le mobile au même titre qu'un PC ou qu'un serveur, et surtout se protéger contre les attaques de phishing. C'est-à-dire qu'en fait, installer dans l'antivirus, dans la solution qu'on appelle de Mobile Threat Defense, c'est pas un antivirus, mais dans la solution de Mobile Threat Defense, bien prendre une solution qui gère les applications malveillantes, donc qui fait vraiment la partie virus, malware, mais surtout qui gère la partie anti-phishing pour protéger justement contre tous ces liens malveillants qui vont cibler les personnes les plus vulnérables ou les décideurs d'entreprise. On va conclure sur ces conseils. Je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit cette matinale et je suis en compagnie de Julien Demichel, avocat associé chez KL Gates, pour parler comment convertir les créances d'entreprise en capital. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une convention de créance en capital ? Conversion de créance en capital, c'est en réalité un mode de paiement d'une créance. Concrètement, le créancier va en fait souscrire à une augmentation de capital de son débiteur et va en réalité payer son prix de souscription par une compensation avec sa créance. Donc sa créance disparaît, en contrepartie, il devient actionnaire. Donc dans certaines situations extrêmes, c'est en réalité un mode de paiement en nature qui a l'avantage d'éviter aux créanciers de se retrouver exposés à un défaut et qui lui permet de faire une sorte de pari sur le redressement, le retournement de l'entreprise en étant associé et en influençant peut-être un petit peu aussi ce retournement puisqu'il est au capital avec tous les droits politiques qui lui permettent de participer à cette restructuration. Alors, les conventions de créance en capital, est-ce que c'est un outil transposable à la restructuration des PGE ? Alors, dans le contexte actuel, je le pense, pour rappel, on a encore à peu près 80 milliards, grosso modo, d'encours de PGE non remboursés. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du contexte depuis la pandémie et tout ce qui s'est passé depuis, on voit des entreprises qui sont en difficulté car confrontées à 3 types de situations. Vous avez d'abord celles qui sont dans l'incapacité totale de rembourser. Vous avez ensuite celles qui ont de toute façon un bilan très dégradé, avec une dette très importante, ce qui pose problème aujourd'hui dans ce contexte particulier où elles ont besoin de réinvestir pour réamorcer la croissance, réinvestir en CAPEX, et où on assiste à un durcissement de la part des banques qui refusent au motif que la structure bilancielle est trop déséquilibrée. Et puis enfin, vous avez celles bons élèves qui essayent de rembourser coûte que coûte, mais qui remboursent, y arrivent, mais au préjudice de leur compétitivité parce qu'elles obèrent totalement leur capacité à investir et n'investissent plus du tout en CAPEX. Donc effectivement, il y a beaucoup de réflexions sur ce qui pourrait être fait en termes de restructuration et il me semble que la conversion de créance en capital peut être un outil vertueux pour créer une sorte de choc de croissance et permettre de choc de retournement et permettre à ces entreprises de redémarrer. Donc on comprend mieux cet outil, mais en quoi il est intéressant par rapport aux autres outils en restructuration existants ? Concrètement, en restructuration, vous avez 2 choses qu'on fait de manière assez fréquente. C'est le amend to extend, donc on repousse le règlement de la dette, on le réétale, donc si vous me permettez l'expression, on pousse le tas de sable bien souvent un peu plus loin. Vous avez une autre méthode très radicale qui est l'abandon couplé avec une clause de retour à meilleure fortune qu'on a vu dans certains dossiers récemment. Mais les deux présentent un inconvénient, c'est d'exposer l'entreprise à un risque de rechute. Parce que dans les 2 cas, la dette soit ne disparaît pas, soit disparaît temporairement, et dès que ça va mieux, c'est le cas de l'abandon avec retour à meilleure fortune, la dette est là. Et donc, on règle pas le problème de ces entreprises qui ont des difficultés à se financer, parce qu'on a des entreprises qui restent avec un montant de dette très important. Là, l'idée de la conversion de créance en capital, c'est effectivement de décharger tout de suite et définitivement l'entreprise de la dette.
donc d'améliorer son bilan, de lui permettre d'avoir recours à du financement. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à se faire payer, ça veut dire qu'on transfère la charge du remboursement sur la création de valeur. C'est au niveau de l'actionnariat que ça va se régler, avec effectivement une possibilité pour le créancier de se refaire en revendant l'entreprise lorsque celle-ci sera retournée. Mais dans l'immédiat, ça permet effectivement aux entreprises de penser tout de suite à autre chose que rembourser cette dette qui n'est pas une dette productive. On voit bien l'intérêt de cet outil, mais comment ça marche en pratique ? Alors en pratique, ça passe nécessairement par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire, ce qui expose à certains blocages avec l'actionnaire notamment en place. Mais ça, on a aujourd'hui des outils, et je vais y revenir pour passer outre. Il me semble important parce que quand on parle de PGE, on parle de créanciers qui sont alternativement les banques ou surtout l'État qui vient au titre de la garantie. Et donc, on se dit que les conversions de créances en capital, c'est pas possible parce qu'on va pas avoir les banques qui sont assez réticentes à être au capital ou l'État actionnaire. Et il y a un schéma très intéressant qui a été mis en place récemment dans un dossier de place, qui est le dossier Pierre et Vacances, qui me semble pouvoir être quelque chose d'intéressant à répliquer. Expliquez-nous pourquoi. Alors, parce qu'effectivement, on a réglé cette problématique de l'État actionnaire, de la banque actionnaire, avec l'interposition d'une fiducie. Donc, on a fait en sorte que la banque accepte de transférer ses créances à la fiducie, les créances étant converties en capital et les titres détenus par le fiduciaire. Donc, c'est pas l'État qui est actionnaire. C'est pas l'État qui a des pouvoirs, des droits politiques et qui participe à la gouvernance de l'entreprise. Vous avez un fiduciaire qui s'interpose au milieu. Et ça me semble régler le problème, à condition peut-être d'envisager, pour parer aux autres inconvénients, de coupler ça avec le private equity, donc des fonds d'investissement qui pourraient arriver, injecter de la new money, impulser une gouvernance, fournir une liquidité de sortie. On a un écosystème du private equity qui a du capital à déployer et qui est prêt à prendre ce rôle aux côtés, effectivement, d'une sorte de sleeping partner indirect qui serait l'État, et ce qui permettrait à l'État d'avoir la possibilité de se refaire lorsque l'entreprise sera retournée de son exposition au PGE. Quels sont les intérêts de la conversion de créances de PGE en capital ? Alors, pour l'entreprise, c'est effectivement maximiser les chances de retournement. C'est éviter de faire défaut, renforcer ses fonds propres, pouvoir avoir du coup recours à nouveau à du financement, et du financement utile, donc financer ses CAPEX, et puis surtout consacrer l'intégralité de ses cash flows à l'essentiel, c'est-à-dire à financer le retournement, à financer l'investissement, pour qu'on ne se retrouve pas peut-être à terme dans une situation où on aura des entreprises qui auront passé ce cap de difficulté, mais en sacrifiant totalement leur compétitivité parce qu'elles auront consacré toute leur liquidité à rembourser cette dette improductive. Donc pour l'entreprise, l'intérêt il me semble évident. Pour la banque, c'est effectivement d'une part sortir de son exposition au PGE, peut-être en sécurisant sa position, en évitant toute discussion avec l'État sur la remise en cause de la garantie, dont on comprend que c'est en ce moment un sujet qui agite beaucoup les banques. Tout à fait. Donc, sécuriser sa position de ce point de vue-là de manière consensuelle. Et puis pour l'État, il y a à la fois un aspect micro, j'ai envie de dire, c'est dans le dossier particulier d'arriver à se refaire, enfin à avoir une perspective de se refaire en ayant des titres en fiducie qui, si le retournement s'opère, vont pouvoir constituer une valeur qui permettra à l'État de se refaire. Et de manière macro, peut-être, favoriser de manière plus importante ces conversions de créances en capital, ça permettrait peut-être de créer un véritable choc de retournement dans la situation de crise dans laquelle on est et donner un maximum de chances. Alors bien évidemment, c'est pas une situation qui peut être généralisée à toutes les entreprises, mais donner un maximum de chances à beaucoup d'entreprises qui méritent de bénéficier des meilleures conditions possibles pour relancer leur activité et investir en ce moment. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale sur Décideur TV.